Alors, je remercie Philippe Marr qui est ici, qui a bien voulu nous apporter son expérience qui est énorme, avec ses collaborateurs, que je ne citerai pas tous, concernant le sujet suivant, la fistule gastrique sous-cardiale après gastrectomie de réduction est-elle une fatalité? J'espère que non. Philippe, tu as la parole Ouais. et tu as le temps, hein. Oui, oui, mais merci beaucoup. Alors, je suis un peu gêné de prendre la parole sur un sujet aussi trivial après les 3 séances de sciences que nous avons eues, mais nous faisons aussi de la chirurgie quotidienne. Monsieur le Président, mes chers collègues, euh, j'appuie où? J'appuie là, hein? Attends. Pour faire avancer. Là, d'accord, d'accord. Monsieur le Président, mes chers collègues, je remercie Henri Judet de m'avoir proposé de traiter un sujet en complément pour cette journée. Et avec Pierre Vérag, nous avons choisi ce sujet de la fistule gastrique sous-cardiale dans les gastrectomies de réduction pour obésité pathologique, parce que c'est un sujet qui nous intrigue beaucoup et qui nous agace beaucoup depuis plusieurs années. La gastrectomie de réduction tend à devenir, par la force des choses, dans notre pratique quotidienne en France, l'intervention chirurgicale bariatrique de référence. Elle est remarquable par sa simplicité, très bien comprise par l'opéré, très bien conçue par l'opérateur, par son efficacité. Vous voyez que la courbe de l'IMC descend assez rapidement dans les mois qui suivent l'intervention. Par sa tolérance, elle n'entraîne pas de retentissement nutritionnel majeur et elle s'éduque très facilement avec une diététique simple. Par sa sécurité enfin, cette intervention dure 1 h 15 en moyenne et nécessite une hospitalisation de 4 à 5 jours en moyenne. Cette référence est retrouvée dans les chiffres du PMSI 2011 qui ne sont pas complets. Il n'y a qu'une estimation pour décembre, mais vous voyez que la courbe rouge croise allègrement d'une part la courbe bleue des anneaux et dépasse maintenant la courbe verte des court-circuits gastriques. Et pourtant, cette complication que représente la fistule, de 5% dans notre expérience, risque de pénaliser cet engouement. Dans notre expérience d'avril 2003 à janvier 2012, nous avons eu une mortalité très faible, inférieure à 1%, mais hélas, comportant hélas quand même 3 cas après dérivation biliopancréatique et gastrectomie. C'était des malades très graves, à IMC très important au-delà de 60. Il y a eu un décès après gastrectomie de réduction. C'était un choc septique irréversible juste après le drainage célioscopique d'un abcès précoce, on va y revenir, par fistule précoce. La morbidité est faible, d'environ 7%. Elle comporte les hémorragies sur la tranche de section, les hémorragies spléniques, les sténoses médiogastriques, mais essentiellement les fistules que nous avons évaluées dans notre série à 5%. Quelles sont ces fistules? Sur 1614 gastrectomies, il y en a eu 117 associées à une dérivation biliopancréatique dans le même temps opératoire ou en 2 temps, et 1497 isolées. Nous avons déploré 84 fistules. 9 fistules étaient borgnes, soit 10% d'entre elles. 33 fistules précoces étaient associées soit à une péritonite, soit à un volumineux abcès mal limité car les adhérences post-opératoires n'avaient pas encore eu le temps de se faire, et soit 38% des cas, et 42 fistules secondaires avec un petit abcès, soit la moitié des cas, 51%. Comment ont été traitées ces fistules? Les fistules borgnes ont guéri très simplement par le traitement médical. Les fistules précoces ont été opérées le plus souvent par célioscopie pour drainer l'abcès sans faire de geste sur la fistule. Les fistules secondaires ont été traitées très rapidement de manière endoscopique en associant d'une part une endoprothèse couvrant la fistule pendant 3 semaines et d'autre part un drainage naso-péritonéal drainant la fistule, le petit abcès, pendant une dizaine de jours. Ce traitement endoscopique est maintenant très au point compte tenu de notre expérience à la Clinique de l'Europe
a été utilisé très volontiers dans les fistules précoces après le traitement chirurgical de l'abcès pour traiter la fistule. Alors, il y a 65% de guérison à 3 mois, 25% de guérison à 12 mois et 10% de fistules chroniques qui font la gravité de cette complication, nécessitant des réinterventions chirurgicales difficiles, complexes, qui ont été faites pour partie dans notre établissement et pour partie dans des établissements amis. Alors, quels sont les critères de qualité? Quelles sont les raisons qui permettent, d'une part, d'expliquer la survenue de ces fistules et d'autre part, d'essayer de les prévenir d'une façon encore plus efficace? Alors, critère de qualité d'une bonne gastrectomie de réduction, c'est un volume résiduel de 100 ml, David Noka y a insisté. C'est bien sûr le respect de l'innervation et de la vascularisation de la petite courbure qui est seul préservé, notamment pour le bon fonctionnement du pylore, nous y reviendrons. C'est une suture gastrique qui est longue de 30 cm, qui doit être bien régulière, qui part 6 cm en amont du pylore et qui se termine à l'angle de His, un peu à gauche de celui-ci, on va y revenir également. Cette section est modelée sur une sonde de calibrage et il convient d'éviter, à l'angle de la petite courbure gastrique, dans le virage, de sténoser le manchon gastrique. Pourquoi ce siège sous-cardial? Cette stéréotypie, comme je l'ai indiqué en commençant, est très irritante et le cardiaque constitue à l'évidence un point faible et on peut y retrouver, sans que ce soit vraiment convaincant, des raisons anatomiques et des raisons fonctionnelles qui sont intriquées. Les raisons anatomiques, tout le monde les connaît, c'est la minceur de la paroi de l'angle de His et de la grosse tubérosité au voisinage de l'angle de His. Les raisons vasculaires, sans qu'elles soient bien démontrées, la présence d'une vascularisation plus précaire à la partie haute de l'estomac dans la région de l'angle de His. Les raisons fonctionnelles sont, d'une part, le fonctionnement pylorique, qui est discontinu et qui peut être perturbé au décours de cette intervention, dans les jours immédiats qui suivent celle-ci. Et puis, cette notion discutée encore d'hypertonie médiogastrique sans sténose organique qui pourrait être responsable, tous les deux, voire en étant associés, de stase et de reflux et par conséquent de distension gastrique. Quel est le rôle de la suture gastrique dans l'apparition de ces fistules? Eh bien, l'agrafage doit être de la meilleure qualité possible. Il faut utiliser des appareils très puissants qui permettent le serrage de toutes les agrafes, qui sont sur 3 rangs, quelle que soit l'épaisseur de l'estomac. Il convient de respecter l'angle de His pour ne pas mordre sur le bas œsophage. Il convient de respecter la vascularisation de la petite courbure, on en a déjà parlé. L'intervention peut être gênée par la profondeur du cardia chez les grands obèses, par le volume du foie, et dans certains cas, le lobe gauche est très important. Enfin, par des difficultés de dissection consécutives à des adhérences post-opératoires après une intervention antérieure, qui est le plus souvent la gastroplastie par anneau modulable. Cet antécédent de gastroplastie par anneau modulable ne constitue pas pour nous de contre-indication à la gastrectomie de réduction, le risque de fistule n'étant pas très supérieur, étant du même ordre qu'après gastrectomie de réduction primitive, comme l'a souligné Kathleen l'an dernier. Quelles sont les modifications qui peuvent être apportées à la qualité de la suture gastrique pour améliorer encore le résultat? Eh bien, la fistule se situant au niveau de la partie haute de l'estomac, il convient de parfaire la dissection de cette région. Libérer complètement la grosse tubérosité gastrique, avec section du pédicule postérieur, exposer correctement le pilier gauche du diaphragme, faire porter la section gastrique un peu à gauche de l'angle de His, comme l'a bien souligné l'équipe de Bruxelles, en évitant de tirer trop vers la gauche sur la partie de l'estomac qui va être resséquée pour ne pas rétrécir le cardia et la jonction ésogastrique, comme l'a souligné Pierre Vérag. Et nous en reparlera probablement tout à l'heure.
Ce qui a, à mon sens, également transformé la qualité de cette suture, c'est l'utilisation d'un surjet continu, augmentant la résistance à la distension de la suture gastrique dans la partie haute de l'estomac, avec un fil autobloquant dont vous voyez avec la petite flèche les petites nodosités qui lui évitent de se desserrer à mesure que le surjet descend. Quel est le rôle de la distension gastrique dans l'étiologie de ces fistules? Il est putatif, c'est une, comment dirais-je, c'est une hypothèse où interviennent d'une part le pylore, comme il a été dit tout à l'heure, d'autre part cette notion d'hypertonie médiogastrique. Alors le pylore, eh bien, il y a un argument à contrario qui est celui de l'absence de fistule gastrique après court-circuit de fistule sous-cardiale après court-circuit gastrique. Le pylore est court-circuité. Alors l'hypertonie médiogastrique a été étudiée par plusieurs auteurs et notamment par l'équipe de Turin de Morino. Et Mme Scorazzi montre que chez des opérés à distance de l'intervention persiste une hypertonie médiogastrique pour des raisons qui ne sont pas encore connues, mais qui confirment cette hypothèse. Cette notion d'hypertonie et de fragilité de la suture gastrique nous a fait proposer de compléter le renforcement de la suture par une éducation du comportement alimentaire dans la période post-opératoire immédiate, pendant les 3 semaines de cicatrisation de la suture, de façon à éviter toute surcharge gastrique, toute distension gastrique, toute hyperpression gastrique. Et nos opérés ont une alimentation liquide, équilibrée, fractionnée, continue tout au long du nictémaire, pendant ces 3 semaines. C'est une alimentation orale, bien sûr. Alors, en conclusion, l'association du soin technique apporté à la suture gastrique et du soin éducatif apporté à la réalimentation a diminué dans notre expérience, en 2011, le risque de fistule de 5 à 3%. Mais il y a encore des efforts à faire. Cette régression de la morbidité conforte la place grandissante de la gastrectomie de réduction dans le traitement de l'obésité pathologique. Mais il faut rappeler que la chirurgie bariatrique ne fait pas maigrir, elle est là pour accompagner l'opéré dans sa maîtrise du comportement alimentaire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, avant d'ouvrir la discussion, je donne la parole à Pierre Vérag, qui a quelques clichés à nous montrer. Puis après, nous aurons une discussion sur ce sujet. Merci. Attention, tu es en train d'emmener le système de... Tu es en train d'emmener le système. C'est pas grave. Merci. Merci. Je remercie Philippe Maret de m'avoir donné la parole. Et je vais compléter ses propos, puisque globalement, il le sait, nous sommes d'accord ensemble sur l'analyse. Alors, pourquoi Mathilde, vous voulez donner la première diapositive ? Je peux le faire. Voilà. Donc, en fait, le problème essentiel, le plus agaçant dans la sleeve gastrectomie, c'est le risque de fistule, qui, comme vous l'a dit Philippe Maret, pratiquement toutes les fistules, 95% d'entre elles, sont situées à l'extrémité supérieure de l'agrafage. Ce qui ne manque pas d'être intriguant, puisque vous avez 30 cm, et ça lâche toujours au même endroit, donc il y a sûrement une raison anatomique ou vasculaire. Donc, il m'a demandé de vous présenter notre expérience, parce que dans le service, si vous voulez, nous avons depuis le début mis en route une base de données prospective depuis le début de la chirurgie de l'obésité qui s'appelle OSEAPIC sur DXCare, qui est le logiciel hospitalier, qui comporte 90 items qui sont enregistrés systématiquement et de façon prospective, avec suivi des malades comme nous devons le faire, c'est-à-dire à 3 mois, 6 mois, 9 mois, etc., où les données sont enregistrées, ce qui nous permet ainsi de sortir en prospectif aussi bien tout ce qui est la morbimortalité selon la classification de Clavier 2004, et c'est général pour toute la chirurgie digestive du service, que pour le risque d'infection, le score ISO, si vous voulez, qui est fait en systématique 1 mois à la première consultation. Alors premièrement,
Quand on parle de la morbidité de la sleeve gastrectomie, je pense qu'on ne peut pas dire que ce soit une opération morbide, comme le disent les défenseurs d'autres techniques, comme le bypass ou comme l'anneau, puisque vous avez ici en Clavien 2004 les 560 patients, donc de juillet 2004 à décembre 2011. En prospectif, vous avez systématiquement, et vous constatez que, pour ceux qui ne connaissent pas la classification de Clavien, le Clavien 1 sur des malades dont l'hospitalisation a dépassé la durée qui était prévue, mais qui n'ont pas eu de complications. Donc on peut les mettre dans les suites simples. On ne peut pas dire que c'est particulièrement méchant. Vous voyez donc que vous avez 88% des patients qui ont des suites parfaitement simples. Vous avez ici des patients qui sont 4B. Les 4B sont les patients qui ont présenté une défaillance multiviscérale, donc ce sont les patients graves, 1,5%. Vous avez le 4A, ce sont les patients qui ont fait une défaillance d'organes, choc, décompensation respiratoire, etc. 3B, ce sont les patients qui n'ont pas fait de défaillance, mais qui ont nécessité d'être réopérés. Et 3A, ce sont les patients qui n'ont bien sûr pas fait de choc, qui n'ont pas été réopérés, mais qui ont nécessité un geste endoscopique. Donc, vous constatez que les patients qui peuvent être considérés comme ayant des suites troublées, c'est en gros 8 à 9% des patients qui se trouvent dans ce groupe-là. Alors, la deuxième chose qui est intéressante, c'est que je me suis dit, on va vous mettre en face quelles sont les fistules, où elles étaient par rapport à cette classification Clavien 2004. Eh bien, vous pouvez constater que dans le service, donc sur toute cette période, nous avons eu 16 fistules sur l'ensemble de la série, ce qui n'est pas énorme, et vous constatez qu'elles se trouvent ici, au milieu, c'est-à-dire que, paradoxalement, les 4B, qui sont précisément les patients qui nous ont fait le plus peur, n'ont pas eu de fistule. Et il est intriguant d'ailleurs de remarquer que vous avez en 4B l'une d'entre elles qui est un choc à la cellocurine dramatique qu'on a eu le plus grand mal à rattraper. Et pourquoi est-elle dedans? C'est parce qu'elle a absolument demandé à être réopérée et les anesthésistes ont accepté de la rendormir 3 mois après et on a pu faire la sleeve gastrectomie et elle est enchantée du résultat. C'est comme ça qu'elle termine classée dans les 4B puisqu'il faut bien reconnaître qu'elle a eu au départ une complication. Donc, vous constatez que l'essentiel des fistules aboutissent en fait à une nécessité de réintervention, c'est vrai, mais sans choc. Donc c'est un problème de technique qui peut se résoudre. Le deuxième point qui est intéressant à noter, c'est que si vous faites la littérature, vous avez ici cette série japonaise qui est très bien faite, qui vous montre que dans les gastrectomies pour cancer, où vous avez une astomose qui n'est pas très loin finalement dans les gastrectomies totales de la sleeve gastrectomie, ils admettent un taux de fistule entre 0 et 15%. Donc le chiffre qu'on évoque dans les sleeve gastrectomies n'est finalement pas énorme dans le contexte. Le deuxième point qui est important, c'est la difficulté diagnostique de ces fistules. À savoir, il y a un risque de faux négatif qui est majeur. C'est-à-dire que vous faites un index systématique, puisque la chaise vous le recommande. Alors selon les équipes, nous on le fait à J1, il y en a d'autres qui le font à J3, mais vous avez quasiment 50% de faux négatifs. Donc il ne faut avoir aucune confiance dans cet index à la gastrographine qui, à mes yeux, ne sert à rien. Et par conséquent, vous réopérez un malade non pas sur l'index, mais vous le réopérez uniquement sur la clinique. Il faut faire une célioscopie systématique à tout malade qui a une tachycardie inexpliquée. Pouls supérieur à 100 entraîne pour nous reprise. Alors évidemment, ça aboutit au fait que j'ai donc classé en Clavien 3B un certain nombre de malades qui ont une cellio exploratrice, puisque évidemment ils terminent 3B, mais on ne peut pas parler de complications dramatiques. C'est pour ça que je pense qu'il faut relativiser les choses. Le troisième point, l'examen qui marche, qui est très efficace, mais on ne peut pas toujours l'obtenir, c'est le scanner avec injection et surtout avec un gestion. Là, dans notre expérience, il n'y a pas de faux négatif. Donc si vous voulez faire une imagerie en post-opératoire précoce, c'est ça qu'il faut faire. Le test au bleu, on en a fait sur la première série 2004 à 2007, on a abandonné. Au tout début, je laissais à mes malades systématiquement un redon au voisinage de la ligne d'agrafe et à J1, on leur faisait avaler à 8h30 du bleu de méthylène pour voir si le bleu ressortait par le redon et on leur faisait l'index à la gastrographine vers 11h. Le résultat concret, c'est qu'il y a eu autant de faux négatifs avec le bleu qu'avec la radio. Donc, on ne met plus de redon, on ne met plus de drainage, ce qui est plus confortable pour les malades, et ce n'est pas plus fiable. Donc, le risque est extrêmement faible, puisque je vais vous montrer notre série après. La réalité, c'est qu'il est entre 2 et 3%. L'essentiel dans sa fistule, c'est un diagnostic précoce. Et les malades que l'on retrouve dans des états catastrophiques, c'est les malades pour lesquels le chirurgien a attendu des signes évidents de fistule. Évidemment, si vous attendez la décompensation respiratoire, vous vous trouvez devant un malade en très... Si vous l'opérez très précocement, ça passe beaucoup mieux. Voilà la courbe du service. Et je pense qu'elle est très instructive. Ça, 2004-2007, c'est ce que vous retrouvez dans notre publication originale dans Surgery, les 145 premiers patients. Vous voyez qu'on est près de 5% de fistules sur les premiers malades. Et si vous comparez, et on a séparé en 3 périodes en fonction de l'évolution progressive de l'expérience, eh bien actuellement, nous sommes à 2,1% de fistules.
Donc, je pense que la réalité concrète, puisque certains critiquent la sleeve gastrectomie du fait des fistules, notamment en citant la série du service d'ailleurs, qui donne 4,6% en sorgerie, mais je pense que ce n'est pas objectif, puisqu'actuellement, on est à 2,9 sur l'ensemble de la série du service, tout malade inclus, sans avoir exclu la learning curve. Ça veut dire que la vérité, elle est en dessous des 2,1% et que ça descend très régulièrement. Alors, pourquoi et comment a-t-on pu faire pour diminuer le taux de fistule? Comme l'a dit Philippe Maret, je crois que l'élément essentiel, c'est l'élément technique. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas, et c'est une erreur que j'ai fait au début, tirer sur la grosse tubérosité pour faire un tube. Parce que comme on veut faire un tube correct, on est naturellement tenté de tirer sur la grosse tubérosité pour avoir une belle image radiologique avec une rangée d'agrafes parfaitement droite dans l'axe de l'œsophage. Et c'est dans ce cas-là où, visiblement, on doit réussir à faire des sutures sous tension, si vous voulez. Et on sait très bien qu'en chirurgie digestive, toute suture sous tension lâche. Là, je n'ai pas fait une découverte majeure, vous êtes d'accord avec moi? Alors, en pratique, ce qui me différencie peut-être un peu de l'expérience de Philippe Maret, c'est le traitement de ces fistules. On a évolué, et je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, c'est-à-dire que vous avez ici la série de toutes les fistules traitées en service, on en a traité 25, puisqu'il y a la 16 nôtres, et qu'on nous en a transféré 9, je devrais même vous dire 10, puisqu'on en a rentré une nouvelle il y a 2 jours. Et ça, c'est très intéressant, et donc, pour nous, on sépare les fistules en 2 types de fistules. Vous avez la fistule précoce, c'est en gros celle qui s'ouvre dans les 8 premiers jours. Celle-là, il faut la réopérer. C'est un malade qui n'a aucun cloisonnement, par conséquent, il faut à tout prix, automatiquement, vous n'avez pas le choix, la réopérer pour faire une toilette, pour faire une suture, pour faire un drainage. Et vous constaterez que ce traitement a abouti pour nous 12 fois à un succès, c'est-à-dire à la guérison, sans devoir se lancer dans ces grandes interventions décrites, ou de montée d'anse en Y pour ventouser la fistule, ou de gastrectomie totale. Et 2 fois, nous avons eu un échec. Vous en avez un où nous avons dû faire une gastrectomie totale. Un autre où nous avons pu monter une anse en Y, comme l'a montré Balthazar, qui a permis d'obtenir la cicatrisation, mais avec une durée très lente. Par contre, le traitement des fistules tardives, à notre avis, doit être différent de ce que vous trouvez dans la littérature. C'est-à-dire de 2004 à 2007, nous avons fait ce qui a été défendu par Philippe Maret, c'est-à-dire de mettre des stents couverts. Et en fait, depuis 2008, on a quasiment abandonné les stents, parce qu'en effet, les stents donnent la cicatrisation de la fistule, mais avec une longueur de soin, comme je vais vous le montrer, qui à nos yeux est rédhibitoire. Vous avez ici la série du service, qui va sortir puisqu'elle est publiée en version électronique, elle n'est pas encore sortie dans Obesity Surgery, vous l'aurez dans le prochain numéro, et vous constaterez que, en fait, vous voyez, quand on passe de 2004 à 2007 à 2008-2011, en abandonnant ces stents et en mettant les drainages par queue de cochon, ce que mettent les gastro-entérologues pour drainer les pseudokystes du pancréas, notamment, si vous voyez toutes les collections, eh bien, nous avons réussi à amener la durée de cicatrisation à 62 jours versus 129 antérieurement. Alors, je vais être prudent, parce que ce n'est qu'une série de 25 malades. Vous voyez qu'on compare des petits groupes, donc il faut sûrement être très prudent dans les conclusions. Mais aussi bien nos endoscopistes que nous-mêmes, on a été impressionnés du changement de la durée, du changement dans le nombre de remplacements, parce que l'ennui du stent, c'est que vous devez le remplacer systématiquement toutes les 4 à 6 semaines. Les inconvénients du stent, parce que le stent, il migre, par conséquent, il vient s'appuyer sur l'antre. Vous avez des malades qui ont fait des hémorragies digestives par ulcération sous-jacente. Donc, le stent, en effet, a donné entre nos mains des guérisons, comme on l'a montré, mais au prix d'une longueur de soins et d'une morbidité qui nous semble trop élevée. Donc à l'heure actuelle, on se tourne, avec la prudence qu'imposent les chiffres, évidemment, nous nous tournons vers le principe du drainage en queue de cochon. Donc vous voyez, en conclusion, pour nous, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir une base de données prospective pour être sûr de ne pas avoir perdu de malade et donc d'avoir réellement... La morbimortalité enregistrée en prospectif nous donne un taux de fistule qui est situé en réalité entre 2 et 3%. Ce n'est pas aussi énorme que ça. Le mécanisme est probablement technique et que si la fistule est précoce, il faut à tout prix réopérer le malade, alors comme vous le voulez, par célioscopie ou par laparotomie, en ayant comme but, bien sûr, un drainage-lavage, une jéjunostomie d'alimentation qui doit être systématique, puisque vous en avez pour au minimum 2 mois de traitement, et un drainage interne par queue de cochon. Je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir abordé ce sujet bien spécifique. Philippe, si tu veux venir, avez-vous des questions? Oui, je voudrais, étant donné que j'ai été pendant plus de 25 ans membre du conseil d'administration de Forcille, où, entre parenthèses, du Bernard nous expliquait bien que les grands obèses n'avaient pas de QI à 160, comme Einstein. Je dois dire que je suis un peu gêné, je n'ai pas l'expérience, mais de ce que vous faites. Jean-Pierre Marmus, qui a été mon élève, en fait beaucoup aussi, de cette chirurgie pour faire maigrir les gens. Alors je vais être provocateur parce que j'ai été l'externe de Marcel Perrault, que certains connaissent peut-être, en 1960.
qui avait la chaire de pathologie à la faculté et qui disait toujours « On n'a jamais vu un obèse sortir d'un camp allemand après la guerre ». C'est pas le souhait d'y aller, mais ça, c'est peut-être pas très bien non plus. Ce que je voulais vous demander par provocation, c'est ces malades qui ont des fistules, que vous laissez pendant 3 mois, 4 mois après ces fistules, est-ce que vous les avez pesés avant et à la fin du traitement de la fistule? Oui? La Philippe. fistule les aide à maigrir. Voilà. Eh bien, vous avez démontré ce que je voulais dire. Non. Alors, je viens d'apprendre, vous y réfléchirez à ce sujet-là. Je viens d'apprendre, je ne suis pas un fanat de télévision, mais en regardant les déformations le soir, comme vous tous, il y avait un tout petit truc à propos des gros obèses. Et ce que je ne savais pas, c'est que les gens qui boivent comme aux États-Unis du soda sucré, le sucre du soda n'est pas reconnu par le cerveau. Vous mangez des morceaux de sucre, le cerveau arrête tout en disant ça suffit comme ça. Le soda n'est pas reconnu par le cerveau. Tout ça pour dire que plutôt que de faire ce que vous faites, et bravo si vous le faites, à mon avis c'est courageux de le faire, mais il y a peut-être un autre moyen sur lequel il faut vraiment appuyer contre l'obésité, dont on sait qu'elle augmente en permanence en France pour atteindre celle des États-Unis. Il faut peut-être reprendre un peu l'éducation des gens. Voilà. Alors, je vais vous répondre, c'est-à-dire qu'évidemment, l'éducation, de toute façon, la chirurgie, ça n'est qu'une aide, et ça implique que les malades rentrent dans des programmes, on a des pôles d'éducation du patient qui les prennent en charge, ça c'est évident. Mais quand on parle d'obésité massive, avec un BMI supérieur à 40, il est largement documenté, je vous renvoie au New England, au Lancet, que les traitements médicaux ne marchent pas. Les traitements pharmacologiques ont tous été retirés du marché, et le dernier qui doit sortir espère au mieux, étude prospective, une perte de 2,9 kg. Donc c'est une blague à côté des 40 à 50 kg qu'on fait perdre. Donc très clairement, la réponse est évidemment qu'il faut éduquer les gens, mais je ne suis absolument pas d'accord avec vos propos concernant que ce sont des gens qui ont un QI qui est faible. Évidemment, c'est une maladie qui touche en général les milieux sociaux défavorisés. C'est sûr, mais pour de nombreuses raisons. Il n'y a pas que le QI, il y a tout simplement les raisons économiques. Parce que pour manger correctement, comme on vous l'explique régulièrement avec télévision, avec les différents légumes, etc., ça coûte affreusement cher. Il coûte beaucoup moins cher de manger l'alimentation grasse. Deuxièmement, les firmes produisent des produits en y rajoutant de la graisse et du sucre qui coûtent moins cher. Et donc, les malheureux qui n'ont pas d'argent se retrouvent être de fait dans ce groupe-là. Et on n'y est pour rien. Ça, c'est largement documenté, si vous voulez. Le deuxième point, c'est qu'il faut interviewer ces malades. Quand on commence cette chirurgie, c'est la première chose qui vous surprend, c'est la réaction des malades. C'est-à-dire que vous leur transformez la vie. Ils vous le disent intégralement. Et d'ailleurs, quand j'invite les étudiants à venir assister à ma consultation, c'est leur premier propos. Ils sont surpris. L'efficacité de cette chirurgie, en tous les cas de la sleeve gastrectomie, en termes de confort de vie pour les malades eux-mêmes vous disent c'est une révolution. Ce qui est très différent de l'anneau, voire du bypass avec ses problèmes de diarrhée, si vous voulez, c'est que le confort de vie de la sleeve gastrectomie est très supérieur. Et donc, je suis d'accord, je pense que Philippe Marier ne me contredira pas, il est important qu'on résolve le problème des fistules, l'idéal ça serait de les ramener à zéro, mais honnêtement, est-ce que ce n'est pas un peu prétentieux? Je ne connais pas de chirurgie qui n'ait pas de complications, il faut voir les choses en face. Donc très clairement, je pense qu'on est en train d'atteindre des seuils à 2-3% qui sont très raisonnables, qui vont vraisemblablement encore baisser, et que le confort offert par cette chirurgie est tellement révolutionnaire que ça explique les raisons de son explosion. Non, il ne faut pas oublier que l'obésité, c'est une addiction à la nourriture. Et on ne connaît pas de guérison d'addiction sans contrainte. Donc, voilà. Alors, la chirurgie apporte l'aide à changer, la dernière ligne de mon propos, à aider l'opéré à changer de comportement. Mais, ça n'est jamais acquis définitivement. Et quand le système s'assouplit, notamment la gastrectomie, et quand le confort digestif redevient très satisfaisant, les tentations reviennent. Et c'est alors que la discipline acquise pendant la période contraignante doit jouer. Elle ne joue pas dans tous les cas, d'où les remontées de toutes les séries au bout d'un certain temps. Mais Philippe, Pierre Vérag, moi j'ai fait beaucoup de chirurgie de l'obésité sans le savoir, parce que d'abord les malades que j'opérais n'étaient pas obèses, en ce sens que je faisais des tubes gastriques, j'ai fait beaucoup pour les cancers d'œsophage. Ça ressemble quand même beaucoup. Hein. Bah oui. Alors votre présentation m'amène quelques réflexions. Premièrement, si les malades guérissent leur cancer, il y en a quand même quelques-uns, ils regrossissent au bout de quelques temps. Et ça d'ailleurs je leur donne comme but, je leur dis, vous savez, vous allez avoir 2 années difficiles,
Il faut vous habituer à votre gastrectomie, à votre tube gastrique, mais vous verrez, vous allez très bien vous y habituer. D'ailleurs, quand on les interviewe, on leur dit, il y a une différence entre votre régime, vous, monsieur et madame. Ils disent non, on mange la même chose. Il faut 2 ans. Et au bout de 2 ans, ils regrossissent. Et j'ai revu que ta courbe, c'était un peu ça, hein, ça remontait. Alors, sur ces fistules, premièrement, je crois qu'il y a un problème technique quand même, parce que j'en fais pas moi de cette chirurgie, mais j'ai été regarder un petit peu dans le service ceux qui en font. Et quand tu fermes ta pince, tu as tendance à chasser les tissus devant toi. Ceux qui utilisent des pinces en GIA, et encore plus les endo-GIA, elles ne sont pas très fortes, les pinces. Elles ne sont pas très puissantes. Si, Moi, je trouve, je m'en sers en chirurgie thoracique aussi, pulmonaire, c'est la même chose. On voit très bien le parenchyme pulmonaire qui est chassé par la pince, et le bout de la prise de la pince est moins bonne que la partie centrale de la pince. Il faudrait qu'il y ait une espèce de pic qui empêche de faire ça. Ça existe dans les pinces TA, ça n'existe pas pour les endo-GIA. Ça, c'est la première réflexion, et ça, je crois que là, il y a un petit problème technique. Il faut franchement dépasser la zone qu'on veut suturer. Deuxièmement, pour ce qui concerne la chirurgie d'œsophage, qui a changé vraiment les choses, quand on suspecte une fistule, c'est l'endoscopie précoce pour être sûr qu'il n'y a pas de nécrose, et la mise en place d'une prothèse qui est plus grosse que la vôtre. C'est des prothèses expansives qui sont presque comme des prothèses coliques. D'ailleurs, on adopte souvent le modèle des prothèses coliques. Elles tiennent pas toujours très bien, comme tu l'as dit, mais en tout cas, la morbidité des fistules a beaucoup, beaucoup changé, sous réserve qu'il faut quand même drainer la collection qui est au contact, comme tu l'as dit. Voilà les réflexions que je pouvais faire à propos de cette chirurgie que je ne pratique pas. Je n'ai pas voulu développer le traitement endoscopique, mais nos endoscopistes font comme les endoscopistes de Pierre Vérague. Après l'ablation de la prothèse, dans la fistule, ils mettent les queues de cochon. La queue de cochon, c'est par voie endoscopique. Oui. Ouais. C'est un petit tube avec Mmh. C'est une sorte de drainage interne, si vous voulez, de la collection directement dans l'estomac. Et si cette collection est volumineuse, il rajoute un drain, style les drains nasobiliaires, c'est gastroentérologue, c'est du mieux, et il a pour but de faire une irrigation, donc la queue de cochon ramène Lobel, je suis bien sûr très impressionné par la réduction du taux des fistules, ça c'est formidable. Mais alors, j'ai été aussi très impressionné par la courbe verte que vous avez montrée du nombre d'interventions que vous réalisez. Et cette chirurgie est en pleine expansion, et je le dis à notre avec les mois qui viennent, vous donner l'occasion de reprendre de façon générale, épidémiologique, et être l'objet d'une information grand public. En un mot, l'Académie de chirurgie devrait réellement s'en saisir de ce problème. Non, cette séance était très très dense, ce qui fait qu'on n'avait pas pu parler de cette complication suffisamment. C'est pour ça que j'ai proposé qu'on la remette au programme. Je suis entièrement d'accord, j'étais à cette séance était passionnante. La seule chose, c'est que cette séance a montré qu'il y avait beaucoup de techniques, que à la fin de cette séance, nos orateurs n'ont pas voulu essayer de débattre pour trancher quelle serait la meilleure des techniques. Personne n'a donné de résultats comparés à long terme. Et c'est là-dessus, je crois, qu'aujourd'hui, sur une chirurgie qui est en pleine expansion, nous aurions intérêt à nous pencher pour l'honneur et de l'Académie, mais aussi de ce type de chirurgie. Une réponse d'accord là-dessus. D'abord, ce n'est pas les mêmes indications pour les techniques. Les différentes techniques sont adaptées en fonction du type de l'obésité. Par exemple, le malade qu'on appelle le sweet eater, qui reprend du sirop de marble, il ne faut certainement pas lui faire la même technique qu'une autre. Donc il y a déjà la place pour plusieurs types d'interventions. Je connais rien à cette chirurgie, mais il y a une place pour différents types d'interventions. Alors après, et vous allez répondre à la question, y a-t-il pour les mêmes groupes de malades des séries randomisées ? Pour des groupes de malades comparables. Tu commences dans certains domaines. Oui. Tu commences dans certains domaines, par exemple, il a été comparé l'efficacité sur les obèses ayant un diabète de type 2 par tirage au sort, la sleeve versus le bypass. Le travail a été fait, si vous voulez. Et il a montré qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative. Donc c'est quand même important. Alors deuxièmement, c'est vrai que le problème, c'est de classer les différentes opérations. Mais premièrement, elles n'ont pas les mêmes indications. C'est évident. D'abord parce qu'on sait qu'il ne faut pas mettre d'anneau à quelqu'un qui a plus de 40, 50 ans selon les équipes, ça ne marche pas. Donc on ne peut pas dire de faire le tirage au sort au-delà de cet âge. Deuxièmement, vous avez le problème des jeunes.
les adolescents ou au-delà de 18 ans, puisqu'en France, c'est interdit. Là, c'est difficile de savoir. C'est-à-dire que nos cas, vous défendrez l'idée qu'il faut leur faire une sleeve gastrectomie parce que finalement, il y a peu de contrôle derrière et que c'est adapté à la psychologie des adolescents. Moi, personnellement, je n'aime pas avoir sur le dos la fille en pleurs, la mère, le petit ami, c'est le cauchemar. Hein, et donc, je suis plus prudent, je mets un anneau. Mais c'est discutable. Hein. Vous voulez, il n'y a pas d'argument scientifique pour dire que j'ai raison dans cette histoire-là. Hein. Donc, dans ce domaine-là, il y aura vraisemblablement des essais à faire comparant les deux techniques. Et deuxièmement, pourquoi ces comparaisons n'ont pas eu lieu? Parce que les choses évoluent trop vite. Si j'en avais fait l'exposé en 2001, vous aurez parlé de l'anneau à 90% et du bypass. On vous fait l'exposé en 2004, les gens vous auraient dit l'anneau ça bat de l'aile, il faut faire des bypass en série. D'accord? Quand j'ai commencé la sleeve gastrectomie en 2004, les gens disaient pourquoi faire ça, ça sert à rien. À l'heure actuelle, c'est 70% de la chirurgie, tellement c'est plus confortable. Donc on ne peut pas vous dire qu'on est dans un monde fixe, les choses sont évolutives actuellement. Tu as raison, il faudrait qu'on arrive à publier des résultats à distance de toutes les interventions pour avoir une idée sur le long terme. Mais on aura, dans presque tous les cas, on peut le parier, des remontées de l'ordre de 20%, 25%, parce qu'il y a toujours cette frange de population qui recommencera comme avant. Étant donné que vous allez parler des résultats à distance, étant donné que vous avez la possibilité, avec votre système DXCare, d'avoir, je pense qu'il ne faut pas que vous oubliez l'aspect métabolique, diabète, l'hypertension, les accidents cardiaques, parce que je suis persuadé qu'un des bénéfices, en dehors de ce que vous nous avez montré à l'aspect esthétique, de voir que les risques cardiovasculaires, la mortalité cardiovasculaire, la mortalité diabétique vont diminuer, et c'est comme ça que vous allez avoir des arguments en plus pour dire l'utilité de la chose. Je sais que pour les chirurgiens, ce n'est pas leur tasse de thé, pardonnez-moi, mais je crois que c'est très important que vous faisiez les études sur ça. Pour conclure, dans le sens de ce que dit la chirurgie de l'obésité aide les nutritionnistes à progresser dans le domaine de la connaissance fondamentale de la nutrition qui est encore assez embryonnaire dans beaucoup de domaines. Ce que tu as dit tout à l'heure à propos des sucres, des sodas, c'est récent comme information. Oui, voilà. On progresse beaucoup grâce à cette épidémiologie. Merci beaucoup. Alors juste pour vous allécher, en octobre, je crois le 24, à la séance commune avec l'Académie de médecine, nous ferons une séance dont je vais peut-être modifier un peu le titre. On avait marqué chirurgie métabolique, ce sera chirurgie des troubles métaboliques. Et je tiens compte de vos précisions. Et la séance ne sera pas consacrée qu'à la chirurgie de l'obésité. Elle sera consacrée aux troubles métaboliques corrigés par certains montages que vous avez montrés. Il y a d'autres troubles métaboliques que ceux dont vous avez parlé aujourd'hui. Alors c'est pour ça qu'on fera une séance commune avec l'Académie de médecine, parce que les sujets sont parfois médico-chirurgicaux.